Tu rêves de démarrer ta business ou de la scaler, t'es au bon endroit. Ici Tania Marcoux, passionnée par l'entrepreneuriat et freelance en marketing web. J'ai créé le podcast Viséo pour raviver ta flamme entrepreneuriale et t'aider à réaliser tes idées les plus ambitieuses. Dans ce podcast, je discute avec des entrepreneurs variés de leur parcours unique et des meilleurs trucs pour développer son entreprise. Let's go, t'es capable de Viséo, toi aussi. Salut! Aujourd'hui, je te présente mon épisode avec Marie-Pierre Leduc, qui est cofondatrice de Nomade Magazine. Pour ceux qui ne connaissent pas Nomade Magazine, c'est un magazine de voyage et plein air québécois qui vous fournit des trucs et informations pour planifier vos voyages autant au Québec qu'à l'international. En plus de s'occuper de Nomade Magazine, Marie-Pierre est freelance en rédaction et création de contenu. On a d'ailleurs parlé de ses meilleurs trucs en termes de création de contenu, de photographie, de trouver des clients comme freelance, etc. Donc, je vous invite à rester jusqu'à la fin pour découvrir son histoire et comment elle a réussi à rassembler des milliers d'aventuriers à travers Nomade Magazine. Merci Marie-Pierre d'avoir accepté mon invitation à ce podcast. Je pense qu'on s'est déjà contacté avant à travers différents projets sur Instagram, mais j'ai jamais vraiment su ton histoire, donc je voulais vraiment creuser là-dedans puis apprendre à mieux te connaître. Pour l'instant, je te connais plus à travers Nomade Magazine, mais je sais que tu as aussi plein d'autres projets, donc j'ai hâte de découvrir ça. Ma première question pour toi, c'est qu'est-ce qui occupe tes semaines ces temps-ci? C'est quoi tes projets qui prennent le plus de ton temps? Salut pour commencer. Merci de me recevoir sur ton podcast. Ça me fait vraiment plaisir. Puis, qu'est-ce qui occupe mes semaines actuellement? Mais je te dirais qu'avec la pandémie, je pense que un peu comme tout le monde, c'est différent des autres années. C'est une année où on s'adapte et on découvre de nouveaux horizons. Donc, mais mon emploi à temps plein, vraiment, le projet sur lequel je travaille jour et nuit, c'est, comme tu l'as dit, Nomade Magazine. Puis, ça, c'est ma petite business, mon petit bébé sur lequel je travaille depuis maintenant 6 ans. Fait que c'est sûr que je travaille beaucoup, beaucoup, beaucoup sur ce projet-là, malgré qu'en ce moment, le tourisme est pas à son meilleur. Ouais. Puis étant donné que c'est une entreprise médiatique dans le domaine du tourisme, il y a définitivement un ralentissement au niveau de ce qu'on peut faire, les partenariats, les collaborations, tout ça, ce qu'on peut écrire, ce qu'on peut créer, c'est tout limité. Donc, c'est sûr qu'on se renouvelle. Puis moi, de mon côté, j'aime toujours ça, avoir plein de projets. Je suis pas une personne qui aime avoir un seul travail. Donc, j'ai toujours eu beaucoup de projets. Puis, c'est ça, j'ai quelques petits projets perso en ce moment, surtout en photographie, en création de contenu. Puis, c'est pas mal ça. Fait que c'est ça qui occupe mes journées. C'est beaucoup plus du travail à la maison que sur le terrain, chose que je suis un peu moins habituée. Mais en même temps, ça fait partie du boulot, puis c'est bien correct. C'est super intéressant, je te comprends, là, avoir plein de projets, moi aussi, j'ai de la misère à m'arrêter. Au moins, je pense que ça permet de développer plein de skills. Donc, maintenant qu'on sait un peu plus qu'est-ce que tu fais là, dans tes journées, qu'est-ce qui t'a mené à devenir freelance, à créer Nomade Magazine? OK. Ça remonte à il y a quand même très longtemps. On dirait que j'ai toujours eu, sans vraiment le savoir, la fibre entrepreneuriale. C'est un peu cliché, mais c'est ça quand même. J'ai toujours voulu comme être maître de mon quotidien, de mes projets, puis un peu, dans le fond, avoir un horaire flexible, vraiment travailler pour moi-même. Ça a commencé, dans le fond, quand j'étais au cégep. J'ai comme quitté mon premier emploi de jeunesse pour me lancer dans le marketing de réseau. Puis là, il y en a qui vont trouver ça un peu étrange parce que le marketing de réseau, il y a des opinions positives, il y a des opinions négatives. Tout le monde a son parcours et son expérience avec ça. Mais bon, moi, j'étais jeune. À ce moment-là, j'avais peut-être 19 ans. J'avais envie de quitter mon emploi de jeunesse puis de faire quelque chose d'un peu plus différent, d'un peu plus flexible parce que je voulais voyager aussi en même temps. Donc, c'est ça. Je me suis lancée là-dedans. Et ça n'a pas fait long feu. Moi, j'ai une expérience un peu négative, mais pas négative dans le sens où ça m'a appris beaucoup. Puis je pense que cette expérience-là a été enrichissante, somme toute, mais négative dans le sens où ça ne m'a pas vraiment amené de revenus ou de succès. Je comprends. C'était pas pour moi la vente, je crois. C'est surtout ça. Fait que c'est super pour certains types de personnalités. C'était pas pour moi. Moi, je suis
beaucoup plus une communicatrice et moins une vendeuse. Donc, je pense qu'il y a une distinction quand même entre les deux. Fait que c'est ça, mais j'ai quand même fait ça pendant plusieurs mois. Puis, à partir de ce moment-là, j'avais quand même une flexibilité. J'avais, tu sais, mon propre petit projet sur lequel je travaillais à ma façon. Ça a été le point tournant, là, si on peut dire. J'ai jamais retourné par la suite à un emploi plus fixe, stable, parce que j'avais trop pris goût, dans le fond, à cette liberté-là, puis au fait d'être freelance, là, puis d'être vraiment à mon compte, de pouvoir voyager en même temps, faire mes études, de pouvoir jongler à travers tout ça. Fait que c'est ça, à partir de ce moment-là, je suis devenue freelance, puis moi, j'ai étudié en communication et en événementiel. Dans le fond, quand je dis que j'étais au cégep, j'étais comme dans un programme entre le cégep et l'université. Fait qu'après mon DEC, j'ai fait une AEC, qu'on appelle. Puis c'est durant cette AEC-là que j'ai fait le move, dans le fond, que j'ai changé d'emploi. Puis c'est ça, j'ai étudié en événementiel. Puis en événementiel, ben, t'as pas besoin d'études universitaires comme telles. Donc, j'ai comme pu rentrer sur le marché du travail très jeune, ce qui a été super dans mon cas. Puis après ça, j'ai quand même décidé de poursuivre à l'université, mais en communication, étant donné qu'il n'y avait pas de programme en événementiel. Du moins, il y a plusieurs années. Ouais, c'est ça. Je pense qu'aujourd'hui, il doit en avoir plein. Ouais, ça doit avoir évolué, mais définitivement, moi, quand je disais que j'étudiais en événementiel, c'était un peu inhabituel. Fait que c'était pas quelque chose qu'on retrouvait vraiment à l'université. Fait que c'est ça. À partir de ce moment-là, je suis devenue freelance vraiment dans le domaine des communications, marketing. J'ai été chanceuse, j'ai trouvé un contrat, je vais dire un emploi parce que j'étais permanente au sein de l'agence. C'était une agence de marketing localisée à Montréal. Par contre, j'étais là à titre de pigiste. Donc, j'avais encore comme toute la flexibilité, la liberté d'une freelance, mais j'avais vraiment un mandat long terme avec eux. J'ai travaillé là pour plusieurs années, puis ils m'ont vraiment comme donné ma chance, puis ils m'ont formée parce que j'avais pas encore terminé mes études. Fait que c'est ça. C'est vraiment le début de tout ça. Puis après, je dirais, puis là, je suis toujours restée freelance, dans le fond, dans ces mêmes domaines-là. Encore à ce jour, j'ai jamais arrêté de faire des contrats. Puis, du point de vue de Nomad Magazine, dans le fond, c'est vraiment juste qu'à travers mes études universitaires, j'avais envie de partir un blog. La rédaction, ça a toujours été un peu comme ma force à l'école, je dirais. Donc, c'est ça, j'avais envie de partir un blog, puis ma passion, c'était le voyage, donc j'ai parti un blog. Toutes les années, c'est devenu plus gros, plus que je l'aurais imaginé. Puis aujourd'hui, ben c'est ça, c'est ma business. Fait que c'est un peu comme les deux volets, donc le côté freelance et le projet qui a pris de l'ampleur à travers les années. C'est super intéressant parce que, tu sais, ça fait longtemps que tu es freelance. Ça a dû quand même être un challenge, j'imagine, d'être dans les premières freelance. Comment tu as réussi à trouver tes premiers contrats? Comme je t'ai dit, dans le fond, j'ai été vraiment chanceuse avec ce contrat-là durant mes études universitaires. En fait, j'ai vu une annonce, je crois, sur LinkedIn. LinkedIn, c'est un outil formidable que beaucoup sous-estiment. Surtout, je trouve, les gens, ils ont tendance à plus essayer de se faire connaître via Instagram, Facebook de nos jours. Mais moi, la plupart de mes contrats, en fait, que j'ai eu à titre de pigiste, c'est vraiment à travers LinkedIn. Donc, je pense que ça vaut la peine si les gens ne sont pas sur cette plateforme de se mettre dessus. Surtout dans le domaine des communications, du marketing, tout ça, des réseaux sociaux, il y a beaucoup de posts qui circulent. Donc, c'est ça, c'est vraiment de cette façon-là que j'ai trouvé mon premier contrat. Puis après, avec l'expérience que j'ai été chercher au sein de cette agence-là, ça a été quand même facile pour moi, je dirais, de toujours trouver de nouveaux contrats. Puis je pense qu'une grande force qui a été vraiment à mon avantage, c'est que la rédaction du français, c'est quelque chose qui est assez difficile, je pense, pour notre génération. Ben, c'est perdu de plus en plus. Il y a beaucoup de gens qui sont doués en marketing, en communication, en réseaux sociaux, tout ça. Mais du point de vue aptitude rédactionnelle, je pense que c'est difficile de trouver quelqu'un qui rédige sans faire de faute. Fait que ça, je pense que pour moi, ça a été comme un atout. Ça a été un atout qui m'a servi parce que même si des fois, j'avais pas comme les études requises, cet atout-là me faisait passer devant d'autres candidatures. Donc, c'est ça. C'est un peu comme ça que j'ai trouvé des contrats à travers le temps. Mais définitivement, comme tu le dis, c'est un challenge surtout de se faire valoir. Surtout, je dirais, dans le domaine des réseaux sociaux, de la création de contenu, parce que il y a beaucoup de gens qui ne voient pas encore la valeur de ce travail-là. Fait que c'est surtout ça qui a été le challenge, mais en termes de contrats rédactionnels ou des contrats un peu plus, que ça fait plus longtemps, dans le fond, que ça existe, là, la rédaction et tout ça, c'est plus facile. OK, ben c'est super intéressant, puis je crois que c'est un bon conseil pour LinkedIn. C'est vrai qu'il y a beaucoup de potentiel. Fait que
Je vais regarder ça. Pour revenir à Nomade, dans le fond, vous avez créé vraiment une grosse communauté. Là, je vous suis sur les réseaux sociaux. Je sais que vous avez aussi un groupe Facebook, votre site web qui a plein de contenu. Comment vous avez fait pour créer cette communauté-là qui compte aujourd'hui des milliers de personnes? Est-ce que tu aurais des conseils pour des gens qui veulent créer une communauté comme ça à travers une passion qui, dans ce cas-ci, est le voyage? Oui, certainement. Pour commencer, comment on a réalisé ça? En fait, ça a parti d'une passion, d'un passe-temps. C'était vraiment juste un blog à la base qu'on faisait pour le plaisir. C'était moi et quelques amis. On écrivait des articles, puis on est allé chercher des gens qui avaient envie d'écrire aussi sur le sujet. À ce moment-là, on remonte à il y a 6 ans. Il n'y avait pas beaucoup de blogs encore. Il y en avait quelques-uns, là, les pionniers vraiment, mais il n'y en avait pas autant qu'aujourd'hui. Donc, je pense que c'était plus facile de grossir ta communauté à ce moment-là, étant donné qu'il y avait moins de compétition, puis c'était moins aussi saturé. Mais c'est encore possible aujourd'hui. Nous, dans le fond, je crois que ce qui a été l'élément qui nous a le plus fait grandir, c'est qu'on était très passionnés par ce qu'on faisait, puis je crois que ça se faisait ressentir. On donnait beaucoup de temps et d'énergie dans ce projet-là, malgré que ça nous rapportait pas du tout d'argent au début, là, on le sait c'est quoi, dans le fond, tout projet, surtout les projets web, ça prend un petit moment avant que ça rapporte des revenus, mais on persévérait, puis on le faisait pour les bonnes raisons, parce qu'à la base, on voulait pas que ça devienne un métier. Puis aussi, à ce moment-là, c'était tellement pas un métier d'être blogueur qu'on n'avait pas cette arrière-pensée-là. Puis je pense que le fait de pas penser à l'argent, de pas penser à « Ah, j'aimerais ça, que ça me ramène des revenus, que ça devienne mon travail à temps plein », ça nous a peut-être servi en quelque sorte parce que, encore une fois, on le faisait pour les bonnes raisons, puis on persévérait malgré que parfois on a des déceptions comme n'importe quoi. C'est sûr, oui. Fait que c'est ça, je pense que la clé, c'est vraiment ça. Encore aujourd'hui, c'est sûr que c'est un petit peu plus difficile de grossir sur les réseaux sociaux de nos jours, à mon avis, à moins que tu exploses ou que tu utilises, par exemple, TikTok, qui est vraiment en croissance. Mais il y a encore moyen de le faire, puis je pense que c'est vraiment en étant soi-même, en étant authentique, puis en le faisant pour les bonnes raisons, en étant passionné, puis en redonnant aussi beaucoup à notre communauté. Nous, c'est quelque chose qu'on faisait beaucoup, on redonnait, puis on était super reconnaissante pour la communauté qu'on avait, donc ça attirait davantage de gens. Oui, c'est sûr. Puis ça paraît que vous êtes passionné, je trouve. Puis dans le fond, je sais que vous utilisez beaucoup de canaux. Tu sais, il y a Facebook, il y a Instagram, il y a le site. Je sais que des fois, vous faites des événements. Qu'est-ce qui vous rapporte le plus en termes de croissance? Est-ce qu'il y a un canal qui se démarque plus des autres? Est-ce que tu as des petits insights à ce niveau-là? Oui, certainement. Au tout début, je dirais qu'on était vraiment focusé vraiment sur les réseaux sociaux parce que à ce moment-là, nous, on pensait pas qu'il y avait des revenus à faire avec un site web. C'était pas vraiment connu. Puis, on savait juste qu'on voulait avoir une belle petite communauté de gens avec qui partager notre intérêt pour le voyage et le plein air. Donc, c'est sûr qu'on a beaucoup commencé sur les réseaux sociaux, davantage Facebook qu'Instagram, parce qu'il y a 6 ans, Instagram, c'était encore à ses débuts. Du moins, c'était pas à ses débuts, mais c'était pas aussi populaire qu'aujourd'hui. Donc, à ce moment-là, les gens étaient beaucoup sur Facebook. Fait que nous, ça a commencé comme ça. Puis nos premiers revenus, on les a vraiment faits à travers les réseaux sociaux parce que, vu qu'on a focusé vraiment beaucoup là-dessus, on a grandi très vite une grosse communauté quand même sur Facebook notamment, mais aussi un peu sur Instagram. Donc, c'est sûr que c'est à travers ça qu'on est allé chercher nos premiers partenariats, nos premiers contrats. Mais je pense qu'un gros conseil, puis il y a quelque chose que j'aimerais comme retourner dans le temps puis le faire. J'ai pas de regrets comme tel. Je pense qu'on fait chacun notre chemin. Mais un conseil à quelqu'un qui débuterait maintenant, c'est vraiment de diversifier. De se concentrer que sur une chose puis de mettre tous ses œufs dans le même panier. C'est pas la meilleure chose à faire, surtout pas de nos jours, parce que sur Facebook, Instagram, les algorithmes, ça change constamment. On sait jamais qu'est-ce qui va se passer. C'est pas stable, ça nous appartient pas. Donc, ça, c'est quelque chose qu'on a réalisé un peu sur le tard, éventuellement, quand on a vraiment décidé de mettre plus de devenir vraiment temps plein sur le projet. Puis à ce moment-là, là, on a développé plus notre lectorat sur le site web, l'optimisation pour les moteurs de recherche, tout ça.
ce qui fait qu'on est allé chercher des revenus avec le site web. Mhm. Puis, finalement, ben, il y a aussi il y a l'affiliation, il y a les campagnes, il y a les événements. Il y a plusieurs façons, définitivement, comme tu dis, de faire de l'argent. Mais je pense que l'important, c'est vraiment de diversifier, tout en restant dans notre niche, d'être sur plusieurs plateformes, d'aller rejoindre notre communauté de différentes façons, puis de toujours être en communication avec la communauté, de pas comme juste laisser ça entre les mains des réseaux sociaux ou entre les mains de tout autre outil. Ouais, ben, je pense que c'est des super bons conseils. Puis là, puisque vous avez développé plein de différentes stratégies, combien de gens vous êtes derrière ce projet-là en ce moment? En fait, on était 4 au tout début. Okay. Puis, finalement, l'équipe a comme évolué au fil du temps, vraiment pour la simple raison que c'est devenu plus gros, plus que ce qu'on pensait au début. Donc, trop gros pour certaines personnes qui n'étaient pas nécessairement prêtes à comme se lancer à temps plein là-dedans. Puis, moi et ma partenaire actuelle, Jessica, on est vraiment les deux têtes principales derrière Nomad Magazine. Parce que nous, ben, les deux, on était prêts justement à s'investir, puis on voyait le potentiel. Puis quand ça a commencé à grossir, on s'est dit, OK, ben nous, on se lance à fond. Donc, on a vraiment gardé le projet. Puis aujourd'hui, c'est à nous, ça nous appartient à toutes les deux. Puis on a aussi un webmaster, un webmestre, excusez-moi, j'utilise les termes anglophones. Fait qu'on a, c'est ça, on a quelqu'un qui nous aide beaucoup avec le site web, qui est là pour nous soutenir depuis le tout début. Puis de plus en plus, on prend le relais puis on apprend un peu les rudiments de l'intégration sur notre site web et tout ça. Donc, il est de moins en moins présent, je dirais, mais il a été super présent et utile toutes ces années-là, puis on lui en doit une grosse. Mais c'est ça. Aujourd'hui, dans le fond, lui, il y a d'autres projets, puis on est pas mal, moi et Jessica, vraiment à temps plein. Puis sinon, bon, on a évidemment une grande équipe de contributeurs, rédacteurs. On est toujours, la porte est toujours ouverte, dans le fond, pour les contributions. Donc, c'est une équipe qui change beaucoup, qui évolue. Les gens partent, reviennent selon leur disponibilité, selon leur intérêt à voyager et à rédiger. Donc, c'est ça. OK. Fait que pour les gens, par exemple, si quelqu'un nous écoute et aimerait devenir contributeur pour votre magazine, comment ça fonctionne? En fait, c'est super simple. Il faut juste aller sur notre site web. Il y a juste en bas, dans le menu complètement au bas du site web, il y a une page qui s'appelle « Devenir contributeur », quelque chose comme ça. « Devenir un contributeur »,« Devenir contributeur ». Donc, en allant sur cette page, il y a un petit formulaire à remplir. C'est vraiment simple. Puis, comme je dis, on est super ouverte. On accueille des nouvelles personnes régulièrement. Notre équipe de contributeurs réguliers est un peu plus limitée, dans le sens qu'on essaie de la garder relativement réduite pour pouvoir comme vraiment impliquer ces personnes-là dans tous nos projets, dans toutes les sphères de Nomad Magazine. Par contre, on est toujours ouverte à d'autres collaborateurs, vraiment de manière sporadique. Parfait, je disais ça au cas où que quelqu'un veut participer. Puis je pense aussi que ça peut être une bonne expérience justement pour quelqu'un qui veut devenir freelance, par exemple, après ça, il met ça dans son portfolio, puis c'est sûr que ça peut lui apporter une certaine crédibilité aussi. Oui, définitivement. Ben, justement, il y a beaucoup de personnes qui font partie de notre équipe ou qui ont déjà écrit par le passé pour notre plateforme, qui étaient soit photographes, rédacteurs, spécialistes SEO, vraiment des gens qui voulaient comme se bâtir un portfolio, qui voulaient montrer de quoi ils étaient capables. Puis nous, ben, on est une vitrine pour ça. Donc, c'est ça. Il y a beaucoup de gens qui ont utilisé ça, puis nous, ça nous fait toujours plaisir. Dans le fond, c'est donnant-donnant. Si eux ont besoin de bâtir leur portfolio, ben nous, on est toujours ouverts à des collaborations. Donc, voilà. Ouais, vraiment. Parfait. Et puis, l'autre point que je voulais aborder, c'était plus au niveau de ton freelancing. Donc là, tu fais de la rédaction et de la gestion de médias sociaux, si j'ai bien compris. Est-ce que tu as des trucs à ce niveau-là à donner à des gens qui, par exemple, on peut y aller étape par étape, là. Premièrement, par exemple, pour la création de contenu, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont des blocages, qui manquent d'inspiration. Comment tu fais pour tout le temps avoir de la créativité et entretenir tes plateformes comme tu le fais si bien? Ben ça, c'est une illusion parce que je pense que c'est difficile pour tout le monde. Même les personnes qui publient quotidiennement, je pense qu'on a tous des moments où c'est difficile, que l'inspiration vient moins, surtout au niveau des captions. C'est comme le petit défi sur Instagram de toujours trouver des captions intéressants, puis apporter de la valeur aussi à notre communauté et pas juste du superficiel. Donc, c'est ça, c'est quand même un gros défi.
Mais moi, de la façon que je fonctionne, dans le fond, c'est que quand l'inspiration vient, ben, je suis quelqu'un qui est très intense. Fait que je suis all in or all out un peu dans ma façon de fonctionner avec tous mes projets. Quand l'inspiration est là, ben, créer beaucoup, 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 beaucoup. Qui fait qu'après, en général, j'ai du contenu pour plusieurs semaines au moins. Ça me permet de combler un peu les moments où j'ai moins d'inspiration. Mais sinon, je pense que c'est mieux de pas publier que de publier quelque chose qui nous inspire pas nous-mêmes. Je pense préférable de miser sur la qualité plutôt que la quantité. Puis, tu sais, il y a quelques années, quand Instagram était vraiment à son pic, puis que je voulais justement comme être très présente sur les réseaux sociaux, puis publier beaucoup, je me suis rendu compte que des fois, j'en venais à être comme plus stressée parce que j'étais pas satisfaite de ce que je publiais, puis je trouvais pas que ça apportait vraiment grand-chose. Puis, à un moment donné, j'ai juste réalisé que ça vaut plus la peine de comme prendre un moment, puis de pas publier, puis de revenir en force. C'est plus sain. Puis aussi, je pense que notre communauté préfère ça que de voir du contenu qui est vide de sens ou qui nous rejoint moins. Donc, c'est ça. Personnellement, c'est ça mon petit truc. Mais définitivement, l'inspiration, c'est un travail constant. Il faut suivre les bonnes personnes sur Instagram, s'inspirer sur Pinterest, sur d'autres plateformes. Dès qu'on a une petite idée, moi, je prends tout en note. Donc, si j'ai une petite idée qui me vient, je l'écris parce qu'elle va pouvoir me servir plus tard. C'est beaucoup de travail. Cool. Ben, je pense que c'est des super bons conseils. Puis même moi, je vais les prendre parce que souvent, je manque d'inspiration. Puis le fait de justement écrire dès que tu as des idées, c'est quelque chose que je commence tranquillement à mettre en place. Je pense qu'à date, ça fonctionne bien parce que justement, ça te crée des backups quand tu es moins dans le mood de créer du contenu. Fait que super. Puis est-ce que tu as des plateformes spécifiques que tu utilises puis qui pourraient aussi aider les gens dans ce sens-là? Je suis tellement plongée dans Instagram que je suis pas tellement à l'affût des autres plateformes. Je sais que il y a des nouveaux réseaux sociaux qui émergent, entre autres TikTok, que moi, je n'ai pas vraiment suivi la vague TikTok. Je pense que c'est une bonne idée. C'est juste que personnellement, j'ai pas le temps. C'est vraiment juste pour ça. Mais je pense que en général, pour les gens qui cherchent de l'inspiration puis qui veulent grossir sur les réseaux sociaux ou même juste être comme plus régulier ou plus inspiré dans leur création de contenu, ben ça vaut la peine de se promener sur les différentes plateformes. Il y a aussi la nouvelle application là, où est-ce que tu peux avoir des conversations en temps réel. J'ai oublié le nom. Ah, Clubhouse, c'est ça? Oui, exactement. Il y a aussi Clubhouse. Personnellement, bon, j'ai créé un compte sur Clubhouse, mais j'ai pas encore eu le temps d'explorer, de vraiment... Mais je pense que vraiment d'être présent sur différentes plateformes puis d'aller chercher l'inspiration de différentes façons, c'est une super bonne chose à faire. Puis au final, ben aussi, c'est du networking, c'est une belle façon de rencontrer des gens, d'autres créateurs, d'autres personnes. Puis ça, c'est tellement génial. Là. Le plus on est entouré de gens qui font des trucs similaires à nous, qui ont des intérêts ou qui comprennent un peu notre cheminement, notre mode de vie de freelance, de création, de vraiment sauter d'un projet à l'autre, puis toujours être à la recherche de travail. Quelqu'un qui comprend ça, ça a tellement une grande valeur là, d'être entouré de gens qui nous élèvent plutôt que de gens qui ne comprennent pas vraiment ce qu'on fait. Donc, c'est ça. Je pense que ça serait mes petits trucs. Ouais, je suis totalement d'accord. C'est drôle parce que je reviens du Mexique, puis on était une communauté de nomades digitaux là-bas, puis c'était vraiment, vraiment intéressant, enrichissant. On pouvait justement échanger sur nos réalités, sur nos différentes expertises. Fait que je pense que ça l'aide pour tous ceux qui veulent se lancer dans quelques projets que ce soit. Puis du côté plus photographie, je sais que c'est peut-être plus une passion. Est-ce que tu aurais des petits trucs rapides à mettre en place peut-être pour améliorer ses photos sur les réseaux sociaux? Ben, la photographie, c'est work in progress. C'est tout le temps, ça prend à chaque jour. Fait que je pense que la meilleure façon de devenir meilleur, c'est de se pratiquer, en faire le plus possible. Vraiment, dès que tu as un petit moment, dès que tu as un peu de temps libre, l'occasion, une amie qui a envie d'avoir quelques photos, vraiment de saisir toutes les opportunités. Puis aussi de se placer dans des situations où on n'a pas l'habitude d'être. Comme par exemple, moi, j'aime bien changer d'environnement. Aller explorer, être sur la route, aller dans des chalets, aller dans d'autres endroits, d'autres villes. Juste le fait
de changer l'environnement, des fois, ça comme nous ouvre d'autres perspectives, puis ça nous fait voir la vie de différentes façons. Fait que ça, je pense que c'est une bonne façon de se pratiquer, puis de pratiquer dans différents contextes. Puis aussi, moi, quelque chose que j'ai fait à travers les années, c'est d'accepter n'importe quel petit ou grand défi. Des fois, surtout en création de contenu à travers les réseaux sociaux, des fois, on me demandait de faire des photos dans un contexte qui m'était vraiment inhabituel, que je trouvais pas tellement inspirant, puis que je me disais, mais c'est pas vraiment esthétiquement beau, mais il faut que je réussisse à faire quelque chose avec ça. Puis d'accepter ces petits challenges-là, puis de tout donner, puis de les réussir, ben ça m'a permis aussi de m'améliorer, puis d'être prête à comme différents contextes, encore une fois, ou différentes situations. C'est ça, je pense qu'il y a tellement de façons de s'améliorer de nos jours, juste de partager avec d'autres photographes, de justement aller dans des retraites avec d'autres créateurs, où est-ce que tu crées puis tu partages des conseils et tout ça. Sinon, ben YouTube, c'est la meilleure plateforme pour apprendre, vraiment. Là. Moi, j'ai beaucoup appris de YouTube. Fait que c'est ça. Oui, c'est vrai. Puis même aussi, il y a de plus en plus de plateformes d'éducation. Tu sais, je pense à Udemy, Skillshare et Name It, là. Fait que c'est super intéressant parce que n'importe qui veut apprendre soit la photo, les réseaux sociaux et tout, ça peut être un bon point de départ. Quoique après, c'est sûr qu'on peut se spécialiser, je dirais, presque à l'infini. Oui, exactement. Parfait. Puis, je pense que c'est mon avant-dernière question. C'est quoi que tu envisages pour la suite? Comment tu vois l'évolution des choses, autant du niveau de Nomade Magazine que de ton freelancing? Ben, je crois que malgré que la pandémie a été pas tellement en ma faveur du point de vue des domaines dans lesquels je travaillais, donc c'est sûr que le tourisme en ce moment, ça va pas très bien, puis on espère que ça va reprendre, puis je pense, en fait, j'ai confiance que le jour où ça va reprendre en force, parce que les gens n'ont pas arrêté d'aimer voyager. On a tous hâte, on a tous hâte de rembarquer sur un avion. Donc, à ce niveau-là, ben, c'est vraiment juste une question de temps. Je pense que la suite est super positive. C'est juste d'attendre que la pandémie se calme puis que on puisse à nouveau voyager en toute sécurité et sans mettre la vie de d'autres personnes en danger. C'est un effort collectif, c'est temporaire, mais un jour, ça va reprendre. Puis, fait que c'est ça que je vois du point de vue du tourisme avec Nomade Magazine. Sinon, dans un contexte de freelance, de création, je pense que à ce niveau-là, ça a été quand même positif. Du moins pour moi. Moi, j'ai plus de contrats que j'en avais avant la pandémie. Peut-être parce que je crois que les entreprises, justement, ils ont comme beaucoup de temps en ce moment. Il y a beaucoup de restos qui sont fermés. Il y a beaucoup d'entreprises qui sont au ralenti. Donc, on a comme le temps de un peu se préparer pour la réouverture, se préparer pour la relance. Puis aussi, il y a beaucoup d'entreprises qui ont pris cette occasion-là pour changer leur image, refaire leur site web, se lancer sur les réseaux sociaux, aller chercher un peu de l'aide avec justement des gens freelance parce que c'est très difficile d'engager de nouveaux employés en ce moment. Fait qu'il y a peu de postes, il y a peu d'ouverture de postes, mais par contre, les freelance sont quand même en demande. Fait que je crois que tout le monde s'est tourné aussi vers le virtuel. Donc, ça a été positif pour nous qui travaillons en réseaux sociaux et en web. Fait que c'est ça, à ce niveau-là, je pense que c'est positif. Puis justement, ça va avoir permis aux gens de découvrir un peu plus le web, les outils virtuels, les réseaux sociaux, le pouvoir de tous les outils web, dans le fond. Qui veut dire que peut-être qu'on va voir, dans le fond, une croissance des opportunités dans ce domaine-là. Parce que, tu sais, comme je le disais tantôt, c'est un peu difficile des fois en tant que créateur de se faire valoir, de faire reconnaître notre métier. Ben, je crois que la pandémie va peut-être avoir permis ça. Fait que j'ai beaucoup d'amis qui sont photographes, vidéographes, vidéastes, dans le fond, dans le domaine de la création, qui ont vu une augmentation de leur contrat dans la dernière année. Donc, je pense que la suite est belle. Il faut juste s'adapter, puis se préparer, puis pas laisser, dans le fond, le ralentissement nous arrêter, mais plutôt voir ça comme une opportunité pour se renouveler puis s'améliorer. Ouais, je crois vraiment. Je pense qu'en ce moment, on est vraiment dans une phase, malgré tout le mauvais qui en ressort,
qui est rempli d'opportunités. Même moi, depuis le début de la pandémie, j'ai aussi plein d'offres de mandats parce qu'il y a plein d'entreprises qui étaient plus physiques avant, qui ont décidé de créer un site web, puis maintenant qui veulent faire de la pub en ligne au lieu de la pub plus traditionnelle. Fait que c'est sûr que pour les gens qui veulent se lancer là-dedans, je pense que c'est un bon moment. Il y a encore de la vague qui va continuer pour un bon bout, je crois. Puis, dernière question, c'est où que les gens peuvent te trouver s'ils veulent en savoir plus sur toi, sur ton histoire, tes projets et tout ça? Bien évidemment, sur Nomade Magazine. Fait que sur les réseaux sociaux, c'est Nomade Mag. Sur Facebook et Instagram, on a des belles communautés de gens qui partagent justement cet intérêt-là pour le voyage, le plein air, l'aventure, tout ça. Puis, évidemment, sur notre site web qui est nomademagazine.com. Et sinon, pour tout ce qui est projet personnel, un peu création de contenu, photographie, à ce moment-là, ça serait plus sur Instagram que je suis présente sous le nom de Marie is away. Pas tellement Parfait. away en ce moment, mais... C'est correct, ça peut être plus local. Oui, c'est ça. Parfait. Merci beaucoup. Merci d'avoir accepté mon invitation. Je pense que ton histoire est super intéressante, puis ça montre aux gens que ça se fait développer une aussi grande communauté que Nomade Magazine, puis même d'avoir plein de projets aussi comme t'en as actuellement. Donc, merci à toi de m'avoir reçu. C'est super intéressant de jaser avec toi, puis je suis vraiment contente. Un gros merci d'avoir écouté cet épisode du podcast Viséo. J'espère qu'il t'a apporté beaucoup de valeur. Si oui, ça m'aiderait beaucoup si tu t'abonnes à ce podcast ou encore que tu le partages dans ta story. Une des meilleures manières de rester motivé et de faire partie d'une communauté d'entraide entre entrepreneurs, c'est ce que je te propose avec le groupe Facebook Viséo. Joins-toi dès maintenant et sur ce, je te dis à bientôt.